Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Ça fait un moment que je vous en parle, mesdames, messieurs. Jean-Pierre, on en avait parlé ensemble la dernière fois que tu es venu. Et donc, l'Italie, et pourquoi l'Italie ? On finira sans doute là-dessus, parce que Giorgia Meloni, si elle y arrive, c'est peut-être une rampe de lancement supplémentaire pour Marine Le Pen. De quoi rassurer les vieux, notamment, par exemple, qui sont quand même aujourd'hui ceux qui votent et qui n'ont pas envie de prendre des risques avec une éventuelle élection de Marine Le Pen. Donc, j'ai écrit surprise italienne, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Globalement, elle s'est complètement fondue dans le système institutionnel et économique mis en place en partie par Mario Draghi, son prédécesseur, sans aucun coup d'éclat et sans aucune innovation économique majeure. Comment est-ce que tu démarres ? Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? D'ailleurs, moi, quand elle a été élue, en octobre dernier, il y avait beaucoup de craintes chez les investisseurs, parce qu'on disait elle est populiste, rien même. L'expression post-fasciste, qui ne veut strictement rien dire, mais enfin bon, peu importe, c'est le truc usuel. Comme si on disait Mélenchon post-trotskiste, je sais pas, on pourrait dire post plein de trucs. Enfin bon, bref, ça n'avait aucun sens. C'est factuel en ce sens qu'elle est effectivement héritière du MSI, du parti fasciste, etc. Voilà. Et tout, voilà. C'est comme Marine Le Pen est héritière du Front National de 72, qui était historiquement un parti d'extrême droite. On va en parler. Mais ça, j'ai jamais cru. D'abord parce que l'Italie, il n'y a personne vraiment pour quitter la zone euro, il n'y a personne pour quitter l'OTAN, et surtout pas elle. Donc tout ça, c'est faux. L'Italie représente 15% du PIB de la zone euro, donc c'est systémique. Donc voilà. Et en plus, l'Italie bénéficie des fonds européens qui ont été votés en 2020. Alors elle a du mal, justement. Enfin, on va en reparler, mais elle a du mal avec ces fonds européens. Ça, c'est intéressant. Grosso modo, ça va encore être débloqué, donc elle ne peut pas, de toute façon. Et puis, elle sait très bien qu'elle paierait. Elle le paierait sous forme d'augmentation des taux d'intérêt. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis 6 mois, depuis octobre ? Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Italie, elle était de 190 points de base, c'est-à-dire 1,9% au mois d'octobre. Maintenant, c'est 1,35%. Tu vois, ça s'est réduit. Il fallait acheter de la dette italienne. Voilà. Le marché action italien surperforme. C'est le marché qui surperforme le plus tous les marchés actions, même nous avec LVMH. Ah oui, le MIB italien, malgré 30% de bancaires là-dedans et la crise bancaire, le stress bancaire. Bon, est-ce que oui, mais en même temps, attends, c'est parce que il faut toujours se mettre plus bas. Voilà, il faut toujours prendre le point de départ. Sur le fond du fond, il y a une amélioration économique de l'Italie. Quand tu regardes le PIB, depuis 2020, le PIB italien rattrape le PIB, progressivement, rattrape le PIB allemand et le PIB français. Prenons les chiffres de 2022. Quelle était la croissance en Italie ? 3,6. 3,8. Quelle était la croissance en France ? 2,5. 2,6. 2,6. Oui, enfin bon. Et l'Allemagne, 1,9. Donc l'Allemagne diminue, la France... On va mettre l'Allemagne à part, parce que l'Allemagne a été frappée de plein fouet par sa crise énergétique. Avant, nous, on a été frappés par plein d'autres trucs aussi, d'accord ? Ok. L'Italie a souffert de la crise migratoire. Elle a eu des chocs aussi à gérer. La productivité. Alors voilà. La productivité italienne s'améliore depuis 3 ans. Et donc la croissance... La nôtre est en train de reculer. Voilà. Et la croissance potentielle, alors c'est un des rares pays occidentaux où tu vois une augmentation des estimations de croissance potentielle. Il faut dire qu'elle était tombée en négatif. Oui, mais là, voilà, c'est ça le sujet. Si c'est du rattrapage, peu importe. Non, mais l'Argentine, elle décline depuis un siècle et continue. Ouais, d'accord. Non, mais il n'y a pas de fatalité à remonter. Non, oui, c'est faux. Tu peux continuer à t'enfoncer. La France peut continuer à s'enfoncer. D'ailleurs, c'est mon point de vue. Tu sais très bien que je te dis que l'Argentine est l'avenir de la France. Ça fait, je sais pas combien de temps que je te dis ça. Alors, 15 ans qu'on se parle, donc ça doit faire 15 ans que tu me le dis. 15 ans que je te le dis, et pour l'instant, on en prend bien le chemin. Donc voilà, il y a une véritable amélioration. Et sur le plan de la compétitivité structurelle, tu vois, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un indice qui est très bon, qui est fabriqué par le MIT, c'est la complexité des produits. Ça te donne une idée des produits exportés. Ça te donne une idée du niveau de gamme. Bien sûr. Et le niveau de gamme relatif de l'Italie par rapport à la France progresse. Par exemple, la base industrielle, l'Italie c'est moins désindustrialisé que la France. Alors voilà, est-ce que c'est pas ça la clé d'ailleurs de tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire augmentation de productivité, commerce extérieur qui est bien plus dynamique que le nôtre, et gamme de produits qui ont bien plus de valeur que les nôtres. Je vais te choquer, mais meilleure gestion des finances publiques. Sur la décennie écoulée avant Covid, parce qu'évidemment il y a eu du quoi qu'il en coûte là-bas, quel était le solde primaire
tu sais, le solde primaire, c'est le solde budgétaire hors charge d'intérêt, eh bien, il était positif de 2 points. Ouais, alors ça, je sais ça depuis un moment. Alors, ça fait plus de 30 ans que le solde primaire italien est meilleur que le solde primaire français. Et quel était l'écart de... C'est un point important, ça, sur lequel il faut insister, c'est-à-dire, vous vous mettez dans une optique où on annule toutes les dettes, la France est toujours en déficit. La France recommencerait à creuser une dette, alors que l'Italie, non. Voilà. Quel était l'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Italie au milieu des années 90 ? J'en sais rien, vas-y. 70 points. Nous, on était à 50, ils étaient à 120. Ils sont montés à 120. Aujourd'hui, quel est l'écart ? Nous, on est à 120. Non, on n'est pas à 120 quand même. 117. 14. Oui, non, un peu moins. Oui, la projection est à 117. Voilà. Oui, c'est-à-dire, non, parce qu'en fait, j'ai lu ça. Nous allons être dans, c'est le FMI qui dit ça. Nous allons être dans les 5 années qui viennent, le seul des pays de l'OCDE dont la dette ne va pas baisser. Voilà. Exactement. Sauf que là, sur les 3 dernières années, elle baisse un petit poil. Elle baisse un petit poil. Mais et eux, ils sont à quoi, 135 ? Eux, non, plutôt 145. 145. Voilà. Donc, ils ont 30 points d'écart. Ils avaient 70 points d'écart dans les années 80, au milieu des années 90. En fait, ce qu'ils subissent, c'est quoi ? 2 choses. 1, le stock de dette historique hérité des années 70 et des années 80. Et 2, leur mauvaise réputation. Mauvaise réputation en termes de gouvernance. Et depuis, il y a eu les réformes quand même sous Draghi et sous un certain nombre de ses prédécesseurs. Ouais. Il y a quand même eu des réformes. Puis alors la digitalisation a fait quelques progrès, mais ça mérite d'être vérifié parce que estimer les gains de productivité, il faut prendre du temps quand même. Voilà, ça prend du temps. Mais il y a une amélioration. Il y a un re-rating en fait italien par rapport à l'Europe. Partant de là, il y a Giorgia Meloni. Alors Giorgia Meloni arrive, elle rassemble la droite. Et d'ailleurs, elle réussit très bien. Son autorité est très forte sur la Ligue. Pourtant, il y a des types là-dedans. La Ligue et Forza Italia. T'as Berlusconi, alors il est malade, mais t'as Salvini, c'est pas facile. Hein. Bien sûr. Voilà. Et autorité très forte. Contrairement à tout ce qu'on racontait, on dirait que ça allait péter, tout ça. Pas du tout. Ça pète pas du tout. Élection régionale, il gagne en février. Cite-moi des coalitions actuelles en Europe ou dans le monde occidental qui gagnent les élections intermédiaires. Surtout, il n'y en a pas beaucoup. Elle gagne en plus en revenant sur une partie de ses promesses, notamment sur les baisses fiscales sur l'essence ou sur d'autres baisses d'impôts. En plus, elle gagne en plus avec ses handicaps. Voilà. Et en fait, elle se concentre sur le sujet principal de l'Italie aujourd'hui, qui est l'immigration. Ouais. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Enfin, il y a un truc qu'il faut qu'on ait tous en tête, parce qu'on en a des challenges à surmonter au cours des prochaines années, des prochaines décennies, mais il ne faudra jamais oublier le challenge migratoire. L'Afrique subsaharienne va doubler de population d'ici 2050. Alors, il ne faut pas rêver... On a vu les événements en Tunisie dernièrement. Il y a un vrai sujet. En Afrique du Nord, il y a un sujet. Mais il y a un sujet in fine pour nous. Puis qui est en train de grossir en plus. Et qui est en train de grossir. Donc, du point de vue de son électorat, du point de vue politique, et même du point de vue de l'intérêt, j'ai envie de dire, de l'Italie et de l'Europe, elle met le paquet là-dessus. Et elle a raison, d'une certaine manière. Parce que s'il y a bien une déficience démocratique depuis au moins une vingtaine d'années de la part de tous les États occidentaux, c'est sur le sujet migratoire. Ouais. Surtout en Europe, où le sujet, en fait, n'est pas traité. Ouais, et tout ça, tu m'avais dit ça il y a plusieurs années, on les a laissés seuls, les Italiens. Voilà. Et j'avais pas eu conscience de... Voilà, on les a abandonnés en disant démerdez-vous, et après on a commencé à s'inquiéter de ce que... Pourquoi j'ai cogné sur Angela Merkel, rappelle-toi. Parce qu'en 2015, elle ouvre les vannes. Et donc, t'as l'instabilité en Italie, avec la victoire future de Salvini et consorts, mais tu as aussi l'instabilité en Angleterre. N'oubliez jamais que la campagne du Brexit, aidée probablement par les Russes, mais enfin, peu importe, la campagne du Brexit, c'est pas du tout focalisé sur l'accord excellent qu'avait obtenu David Cameron auprès de l'Union européenne, c'est focalisé sur les... Ouais, mais sur l'immigration, sur l'immigration de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Non. À l'époque, c'était l'immigration qui venait d'Afghanistan et du Moyen-Orient et d'Afrique. Ouais. Parce que c'était la vague migratoire de 2015. Ouais. Ne l'oublie pas. Et ça n'avait rien à voir avec la choucroute, peu importe. Bon, revenons sur Giorgia. Brexit, c'est Merkel, enfin c'est l'Europe qui est responsable de ce truc-là. Et donc là, Meloni, elle a réussi à rassembler la droite là-dessus. Voilà. Parce que la droite est majoritaire en France. Mais tu veux peut-être pas que je parle de la situation en France ? Si, on va y aller sur la situation en France, mais on a encore 2 minutes. Non, parce que moi, ce qui m'avait frappé en plus, c'est que ce sujet migratoire, donc, elle l'affronte sans provocation. Oui. C'est-à-dire, alors que Salvini y avait été vraiment un coup de provocation incroyable, elle l'affronte sans provocation. Je lisais. Alors évidemment, c'est des trucs qui sont pas bien, qu'il faut pas faire. Mais la façon dont les bateaux sont déroutés, mais ont quand même le droit d'accoster. Mais alors ils accostent plein nord, ce qui fait que ça leur coûte plus cher. Oui, absolument. Voilà. Enfin, sans trop choquer. Exactement, sans provocation. Elle est très habile là-dessus. Moi, je la trouve beaucoup plus habile que ce que je pensais même d'elle auparavant. Salvini était assez maladroit. Il faut bien reconnaître. Il était provocateur. Il était pas
il n'était pas très malin, même. Il faut bien le dire, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il n'est pas resté très très longtemps. Et d'ailleurs, il n'est jamais devenu Premier ministre, soit dit en passant. Et donc, effectivement, si ça m'intéresse l'Italie, alors ça m'intéresse en soi, mais c'est effectivement en relation avec ce qui peut se passer en France. Donc, tu dis, toi, ce qui est important, c'est la coalition des droites, en fait. Bien sûr. Ce que n'arrive pas à faire Marine Le Pen. Il va falloir arriver à ça, en fait. Parce que la gauche qui se radicalise aussi, puisqu'en fait, la gauche est devenue mélenchonienne, en fait, fondamentalement. Et en fait, l'expression extrême droite ne mord quasiment plus sur l'électorat. L'extrême droite, c'est l'excommunication. Depuis 1945, c'est le pétainisme, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Ça marche plus, ou ça marche quasiment plus. Enfin, sauf pour la gauche. Mais de toute façon, ils vont jamais voter pour elle, donc c'est pas le sujet. Donc ça ne marche plus. D'ailleurs, c'est pas une formation extrémiste, le Rassemblement national. Où est-ce qu'on a vu que c'était du point de vue d'ailleurs sauf que actuel. Son problème à Marine Le Pen, c'est que Ciotti et ses amis, là, jamais ils voudront. À mon avis, ils n'ont pas le choix. Si tu donnes alternative pour Ciotti ou la droite, si tu donnes alternative Mélenchon ou Le Pen, ou équivalent Mélenchon et Le Pen, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, sans doute. Que le socle de la droite profonde... Qu'est-ce qui ferait que tout à coup, là, ils acceptent ce qu'ils refusent et comme Marine Le Pen, en plus, t'as pas l'impression qu'elle soit très demandeuse de cette alliance avec les LR. C'est politique, parce que les LR sont décrédibilisés par leur histoire. Tous les septennats ou les quinquennats qui sont renouvelés, fondamentalement, c'était une politique centriste. Il faut bien le dire, Sarkozy ou Chirac, c'était des centristes, ça n'a jamais été des gens clairement de droite, surtout sur le plan régalien, sur le plan de la morale ou sur le plan... Bien sûr. Donc elle a, à mon avis, et Zemmour lui a rendu énormément de services, parce que le mistigris de l'extrémisme est passé chez Zemmour. Et en plus, il était très maladroit, c'est pour ça qu'il est passé de 15 à 7, et c'est elle qui a empoché les trucs. Ça c'est clair. Mais si tu regardes l'ensemble de la droite profonde en France, tu regardes Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, en gros, tu es à 32 ou 33%. Enfin, je veux dire, c'est énorme. La droite profonde. Oui, mais ça, on le sait depuis longtemps, Jean-Pierre. L'histoire, parce que tous les jours, aujourd'hui, tu as des mecs qui manifestent avec la faucille et le marteau, tu as vaguement l'impression que la France va rentrer dans un modèle cubain ou nord-coréen. En fait, ces gens-là sont présents dans les médias, dans les syndicats, dans les universités, chez les gauchistes habituels, mais en fait, ils sont archi-minoritaires. C'est ça, la réalité des choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'ensemble des formations de gauche n'a fait que 26% aux élections législatives. La NUP. Et c'est pour ça qu'on parle de Giorgia Meloni aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de Marine Le Pen. Mais ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire cette union des droites qu'elle arrive à faire, avec en plus un affaiblissement, là aussi, chez nous aussi, il y a quand même un affaiblissement des leaders historiques. Enfin, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Il y a une occasion à saisir, et tu n'as pas l'impression qu'elle soit dans le mindset de la saisir, alors que Zemmour l'était totalement. Voilà. C'est même le grand reproche, finalement, que Zemmour fait à Marine Le Pen. Ouais, mais je pense que ça va se faire. C'est la loi de l'histoire. Sinon, tu as l'alternative, puisque tu as une radicalisation de la gauche. Donc le sujet, c'est celui-là. Tu as un pôle central, un pôle de gauche, d'extrême gauche, et tu as un pôle de droite. Voilà, donc les choses sont binaires d'une certaine manière. Est-ce que l'exemple italien, j'ai pas l'impression qu'ils en parlent beaucoup, moi d'ailleurs. Ils ont tort, ils sont pas bons d'ailleurs. Ils devraient. D'ailleurs, ils sont pas. Je crois que le numéro 2 du Rassemblement national, c'est Bardella, je crois. Il a été à Rome, il a été reçu par un sous-fifre. Enfin, je veux dire, ça les intéresse pas le Rassemblement national qui. Alors, ils sont pas dans les rues, mais enfin, ils soutiennent quand même la gauche. Ça les intéresse pas, ça, si tu veux. Ça les intéresse pas. Donc, ils ont un discours un petit peu ambigu. Un mot, parce que... faut jamais oublier qu'une partie de la droite est populaire. L'effondrement démographique en Italie, quand même. Mais l'effondrement est démographique en France. Je suis désolé de t'avoir... Et il est comparable ? Si tu regardes la courbe, non, il n'est pas comparable, parce que tu as quand même le stock, dans le vieillissement, tu as une part de seniors plus important en Italie, mais la tendance sur les 3 dernières années, si je me souviens bien, tu as un rapprochement. Et puis de toute façon, ce qui compte à la limite, j'ai envie de te dire, c'est la croissance potentielle, vieillissement ou pas. Et la croissance potentielle, ils sont en train de se rejoindre les deux également. Et c'est les gains de productivité. C'est le cœur. Donc voilà. Et sur le plan politique, je pense que Marine Le Pen a énormément d'atouts pour l'emporter en 2027. Elle n'a jamais été au pouvoir. Voilà, donc, mais il faut qu'elle réussisse cette alchimie qu'elle est en train de réussir. Et puis même, si tu veux, même quand on lui reprochait d'augmenter le déficit public, tu parles aujourd'hui, ça marche plus. Enfin, on est dans le quoi qu'il en coûte depuis 3 ans permanent. Enfin, je veux dire, voilà, puis l'extrême droite, c'est ce que je disais, c'est pas une formation d'extrême droite.
enfin moi qui m'intéresse un peu l'histoire politique de la France, depuis l'affaire Dreyfus, à l'extrême droite, c'est la violence. Oui, non, mais C'est c'est pas du tout c'est une pas formation. boulangiste. Voilà, si c'est ça que tu veux dire. C'est pas boulangiste. Non, mais c'est pas Bien. liguiste, c'est pas voilà. Merci Jean-Pierre. Bah, Donc, je t'en prie. On a parlé politique. voilà. Et il adore ça. Et moi aussi. Et on va continuer. Il n'y a pas que la macroéconomie ou la macrofinance dans la vie. Et on va continuer à regarder l'Italie. On continue Bismarck. À bientôt.